Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Eh oui, les JO, les Jeux Olympiques, c'est sur Sud Radio qui va être une des radios, la radio des JO, comme elle est la radio du rugby. Alors, les Jeux dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, ces Jeux Olympiques, faut bien le dire, nous sommes tous partagés, le public est partagé, les organisateurs sont partagés entre l'enthousiasme qui monte et qui est là. On a tous envie que ça marche, on a tous envie que ça réussisse. Et pourtant, il y a aussi, on va le voir à nouveau, le mécontentement, la déception, l'incompréhension même sur le terrain à cause de ces blocages. Alors bien sûr, l'actualité ce matin, c'est institutionnel, mais c'est important, c'est le président de la République qui évidemment va soutenir tous ceux, pas que les athlètes d'ailleurs, que tous ceux qui organisent et qui permettent la réalisation de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était 1924, il y a un siècle. Vous imaginez, le président de la République ce matin au village olympique. Très bien, mais il y a pas mal de choses qui collent pas. Alors on verra que, évidemment, nous y tenons beaucoup, nous à Sud Radio. Les JO, c'est pas que Paris. On va aller faire un tour à Châteauroux, mais il y a aussi un coup de gueule que certains veulent porter, veulent crier ce matin. Un coup de gueule, et notamment du docteur Vargon, du professeur Vargon, qui est un grand chirurgien, un grand urgentiste. Alors, Joseph, dites-nous pourquoi il veut pousser ce coup de gueule. On va aller chercher les conséquences concrètes finalement sur la vie des Français de ces Jeux Olympiques, effectivement, où on espère une réussite, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Et on est effectivement en ligne sur Sud Radio avec Mathias Vargon. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. On va essayer. Je suis urgentiste et docteur Vargon, pas professeur. Ah, vous n'êtes pas encore UPH. Non, je suis trop vieux, je le serai jamais. Mais c'est pas la question. C'est pas un coup de gueule. Il faut qu'on arrête d'hystériser tout et n'importe quoi. C'est juste qu'effectivement, on a eu ce problème d'accès à l'hôpital et de départ de l'hôpital. Mais expliquez-nous de quoi il retourne, parce que là, on comprend rien quand on n'est pas autour de votre hôpital. Alors juste en rappelant... Alors ça n'est pas que l'hôpital, c'est tout le centre de Saint-Denis. En fait, il y a des bretelles de l'A1 qui arrivent du nord de Paris, du nord de la région parisienne. Il y a une bretelle qui arrive et une bretelle qui en repart. Et ces bretelles sont voies olympiques. Et or, on ne sait pas d'où elles viennent et où elles mènent. Les bretelles sont voies olympiques et elles sont apparues comme ça sans qu'on soit jamais au courant. Ça fait quand même plus d'un an qu'on travaille sur l'accessibilité de l'hôpital et ça, on l'a vu apparaître. Mais c'est quoi la conséquence pour votre hôpital? Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas votre problème. Le problème, c'est que les personnels sont obligés de faire un énorme détour puisqu'ils ne peuvent pas arriver à l'hôpital, ils ne peuvent pas en repartir, ils font un détour de 30 minutes à 1 heure. Et ceux qui doivent repartir de l'hôpital vers Paris, il y a une bretelle qui est bloquée aussi, on ne sait pas trop pourquoi non plus, et ceux-là doivent aussi faire un détour le soir de plus de 30 minutes. C'est quand même des personnels qui arrivent à 7 heures du matin et qui en partent à 19 heures. Et donc, quand on se lève déjà très très tôt le matin, c'est un peu embêtant d'avoir une demi-heure à 1 heure de détour à faire matin et soir. Alors, et le SMUR notre SMUR, c'est-à-dire l'ambulance avec un médecin dedans, risque d'être bloqué également. Ça concerne également tous les habitants de Saint-Denis. C'est un énorme blocage et nous, on a l'impression que ça a apparu un peu tardivement et surtout, on comprend pas bien pourquoi. Toute la semaine dernière, par exemple, pour retourner sur Paris, je n'ai pas pu prendre la bretelle habituelle. Par contre, je prenais la bretelle qui était juste devant le Stade de France. Donc, c'est un peu étrange, en fait. On a un peu l'impression qu'il y a eu une erreur et que personne va vouloir revenir dessus. Joseph Ruiz. Oui, alors voilà, c'est ce que vous nous dites sur Sud Radio, c'est qu'en fait, personne ne va vouloir revenir dessus. Est-ce que finalement, vous essayez de trouver une solution avec les autorités compétentes? Est-ce que vous avez un dialogue pour changer, peut-être ouvrir ou réouvrir cette bretelle? Alors, je sais que la direction, que l'agence régionale de santé ont eu la préfecture en contact. Moi-même, lors d'une grosse conférence sur la santé, sur les problématiques des personnels de santé avec le préfet de police, Monsieur Nunez, j'ai abordé ce problème. Mmh. Alors, il y a quelqu'un, donc ils ont regardé, il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'en fait, c'est parce que, notamment pour alors les 2 autres bretelles, c'est des voies olympiques, ce qu'on sait, donc c'est pas où elles mènent. Et la 3e, c'est parce qu'elle croisait une voie olympique. Bon, j'ai pas été très convaincu puisque le périphérique pour rentrer sur l'autoroute 1 qui monte vers le Stade de France croise également une voie olympique et on m'a répondu mais à cet endroit-là, ça n'est plus une voie olympique. Tout ça a été un peu tiré par les cheveux. Voilà où on en est, mais ça met. C'est vrai que le personnel
personnel, c'est une charge supplémentaire, alors que les JO, c'est déjà une grosse charge, non seulement sur notre service, mais sur le reste de l'hôpital, avec des lits ouverts en plus. Nous, on a 2 lignes supplémentaires d'infirmières, de médecins, et donc on travaille beaucoup, et c'est vrai que ça, c'est arrivé au dernier moment, et que ça rend pas les gens particulièrement de bonne humeur. Alors justement, les gens, les patients qui vont venir dans votre hôpital, est-ce que vous avez déjà un peu des retours sur des retards qu'il peut y avoir? Est-ce que vous essayez comment vous faites pour leur expliquer? Est-ce que ça pose problème aussi pour venir à l'hôpital, pas uniquement pour les salariés? Faut un QR code pour venir à votre hôpital? Faut un QR code pour venir à l'hôpital? C'est quand même un comble. Non. Alors, il y a des hôpitaux sur lesquels il faut des QR codes dans Paris. Mais il y a absolument pas de QR code. On n'est pas en zone rouge. D'où notre stupéfaction, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis vous avez, c'est ce que vous notez ce matin sur Sud Radio, c'est. En fait, on l'a découvert par TikTok. Vous n'avez pas été prévenu par la préfecture de la fermeture. Non seulement on n'a pas été prévenu, mais le commissariat de police non plus. Et puis sur la bretelle, par exemple, qui est elle non pas réservée mais complètement fermée avec des plombs en béton, il y avait une pancarte pour indiquer qu'on traversait une voie olympique. Donc on a un peu l'impression que alors, on va me dire que non, ça j'en suis sûr, mais moi je me suis dit, mais ça se trouve ils se sont gourés en fait. Oui. Ils ont confondu les bretelles devant le Stade de France et la piscine avec les bretelles du centre de Saint-Denis. Quand on est au centre de Paris, Saint-Denis ça a l'air très loin. Bon, c'est juste après le périphérique, mais ça a l'air très loin. Et on se dit, finalement, c'est la Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on nous fait des présentations sur les Jeux Olympiques, ça parle que de Paris. 60% des activités olympiques sont en Seine-Saint-Denis. Oui, mais bon, docteur Vargon, on a beaucoup parlé ici sur Sud Radio, puis on va pas se gêner pour continuer de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, on y reviendra, où se déroulent aussi, évidemment, d'abord les Jeux, parce qu'il y a le village olympique où est le président de la République ce matin. Est-ce que vos salariés, les soignants, parce que ce que vous nous dites, c'est que les soignants qui vont nous aider à tenir ces Jeux, eh bien, ils sont mis dans la difficulté, la panade, parce qu'ils peuvent pas rejoindre par la bonne voie habituelle leur hôpital. Est-ce que au moins votre ambulance peut passer, tenter de passer, et après tout, les soignants peuvent pas. Ça dépend des endroits. Est-ce qu'ils tentent de passer quand même? Alors, notre ambulance de SMUR, elle peut passer sur les voies olympiques, mais rentrer sur l'autoroute A1, elle peut pas. Oui, c'est ça le comble. Écoutez, en tout cas, c'est plutôt sympa d'être venu. Non, pas pousser un coup de gueule, on a compris, on n'hystérise pas, mais enfin, c'est une formule tout de même. On a bien senti que vous étiez déçus. Mais à force de pousser pour des coups de gueule pour tout et n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, on l'a bien vu avec vous. En tout cas, on va aller voir du côté de Paris. Alors maintenant, on revient dans le centre de Paris, où les commerçants et au premier chef les restaurateurs s'alarment évidemment de la forte baisse de fréquentation. Que ce soit les zones rouges, les zones bleues, les zones je ne sais quoi, les zones grises, on va le voir, liées évidemment aux restrictions avec ces zones que je viens de citer de circulation et de périmètre de sécurité. Clément Barguin, bonjour. Bonjour. Alors Clément, vous êtes reporter à Sud Radio et vous avez réussi à vous infiltrer sur l'île Saint-Louis, c'est-à-dire évidemment au bord de la Seine, pas loin des endroits où on va pouvoir assister à cette cérémonie d'ouverture des Jeux vendredi. Bon, alors qu'est-ce que vous avez constaté ? Eh bien, franchement, il faut dire ce qui est, le cœur de Paris est littéralement sous cloche, barricadé, et c'est un peu, non sans rappeler l'ambiance qui régnait ici pendant le confinement. En fait, pour accéder à l'île de la Cité où je me trouve, il faut passer de nombreux points de contrôle, présenter son QR code, et ça, il y a encore beaucoup de touristes qui ne semblent pas être au courant. Et puis, au-delà de ça, il faut dire que l'ambiance n'est pas franchement chaleureuse pour l'instant, avec ces 44 000 barrières disposées dans tout Paris, ces milliers de policiers et gendarmes aux quatre coins des rues. Impossible, par exemple, ici de s'approcher de Notre-Dame de Paris. À 4 jours de la cérémonie d'ouverture, le cœur de la capitale ressemble à une ville morte, et ça, pour les commerçants et restaurateurs que j'ai pu rencontrer, c'est la désillusion. Certains ont perdu jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires, ils ne font quasiment aucun couvert. Pareil pour les magasins. Un gérant d'une boutique de souvenirs me confiait avoir 2-3 clients seulement par jour. Personne ne s'attendait ici à de telles répercussions, eux qui espéraient booster la fréquentation avec les Jeux Olympiques. Pour l'instant, on peut dire qu'on est très loin du compte. Bon, mais vous avez réussi à entrer comment? Vous avez dû passer derrière ces grillages là qui organisent les flux de personnes, d'individus sur le site? Oui, c'est ça, il y a des points de passage un peu partout. En fait, il y a tous ces grillages, et puis à certains endroits, on peut quand même accéder avec des forces de l'ordre qui vont là vous demander un QR code pour accéder à cette zone. Alors, il y a les commerçants, du coup, est-ce qu'ils attendent des compensations financières? Est-ce qu'elles viennent? Qu'est-ce qu'on leur dit?
Ben là, c'est la petite musique qui commence à monter. Ici, en fait, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui s'est saisie du dossier, qui demande une compensation pour ses pertes. Mais cette commission, elle pourrait avoir lieu seulement en juin 2025. C'est bien trop tard pour tous les professionnels que j'ai pu rencontrer. Il faut payer les charges, les loyers, les salaires, et avec des trésoreries déjà fragiles, certains redoutent de ne pas parvenir à joindre les deux bouts. J'ai notamment discuté avec une restauratrice qui me disait qu'elle envisageait même de licencier 2 de ses salariés. Alors, il faut le rappeler, ce large périmètre de sécurité le long de la Seine, il doit être levé après la cérémonie d'ouverture. Mais la plupart des professionnels que j'ai rencontrés restent sceptiques et redoutent une saison, faut le dire, très compliquée, notamment en raison des accès rendus très difficiles ici au cœur de Paris. Oui, merci Clément Barguin. On va vous retrouver évidemment tout au long des jours qui viennent. Maintenant ça y est, on est entré, parce que dans 2 jours, c'est le foot, et puis c'est le rugby à 7 qui va commencer, alors même que la cérémonie elle-même n'aura pas tout à fait été réalisée. Donc les JO, ça devient très concret dans les heures qui viennent. Merci Clément Barguin, on vous retrouve bientôt. Joseph, on continue avec quoi ? Eh bien, on continue à parler des restaurateurs, justement, et on va aller directement leur poser la question. On est avec Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs, propriétaire du bistrot-restaurant Le Mesturé. Vous êtes dans le 2e à Paris. Alors expliquez-nous comment est-ce que vous vivez ces derniers jours au rythme des restrictions de plus en plus importantes dans Paris. Est-ce que effectivement, pour vous, on a entendu Clément Barguin qui en parlait, est-ce que c'est une désillusion, une petite désillusion, ou est-ce qu'on en fait un peu trop ? Alors, comment vous dire ? D'abord, les restaurateurs, nous sommes pour la plupart fans des Jeux Olympiques. On est très fiers que les Jeux Olympiques soient sur Paris. On est très fiers de ce qui se prépare, parce que je pense que les Jeux Olympiques vont effectivement rentrer dans l'histoire des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture et tout cela. Et puis, on était préparés. C'est-à-dire réunion avec les mairies, réunion avec la préfecture. On connaissait le schéma. D'accord ? Mais par contre, où on est surpris, c'est qu'effectivement, on ne s'attendait pas à ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant et depuis 1 mois ? C'est-à-dire que les touristes lambda ne sont pas venus en raison des Jeux Olympiques, ou très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux de fréquentation par rapport au mois de juillet l'année dernière dans les hôtels et dans les restaurants sont très en dessous. Pourquoi ? Parce qu'elles vont être remplacées dans quelques jours, et on croise les doigts, ça devrait aller, par le tourisme des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses est très importante, c'est que les entreprises ont envoyé tous leurs collaborateurs soit en vacances, soit en télétravail. Donc, on n'a pas cette clientèle-là. Donc, pas de touristes, pas la clientèle des bureaux. Et puis, on a effectivement un problème de climat, mais ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, plus une instabilité politique que vous savez, que vous connaissez. Donc, ça s'accumule, quoi. Fait qu'on est dans un trou d'air considérable. Après, ce qu'on ne savait pas, et pourtant avec plein de réunions, c'est que le périmètre rouge et périmètre bleu dans lequel je me trouve aussi, mais le périmètre rouge allait être impacté comme ça, avec des grilles et des barrières partout, avec des grilles devant les cafés. C'est-à-dire que vous avez des images du Buès. Ça donne pas envie, quoi, oui. Ben oui, bien sûr. Ça vous donne envie d'aller prendre un café devant une grille, un peu comme dans un zoo, si vous voulez. Bah oui, c'est ça. Non, ça le fait pas. Donc, si vous voulez, je pense que avec la sécurité, c'est comme la santé, on ne joue pas. C'est clair. Les menaces sont là, et on est dans des pays au monde où on sait ce que ça veut dire la menace. On l'a connu, on l'a vécu. Bien sûr. Donc, par contre, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de sécuriser ? Quel est le niveau de la menace ? Et puis, c'est surtout fluidifier. Parce que ce que vient de dire votre reporter, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il faut faire la queue pour rentrer avec le pass. Ouais. Et les touristes sont pas au courant. Ouais, les touristes sont pas au courant. Vous êtes préparés, mais pas les touristes, quoi. Nous, commerçants, on était au courant, mais les touristes, apparemment, sont beaucoup moins au courant. Donc, évidemment, il va falloir qu'ils soient au courant. Il va falloir aller très vite. Et puis, le GHR, premier syndicat sur Paris, puis l'UMI également, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, doivent faire ce qu'ils ont fait pour le Covid, on est un peu là-dedans, doivent bouger pour avoir des indemnisations pour ces commerçants et ces restaurateurs impactés. Merci Alain Fontaine. Je rappelle que vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs et vous êtes le patron du bistrot-restaurant Le Mesturé à Paris dans le 2e arrondissement. On espère que vous allez quand même remplir et votre salle, vos couverts et votre terrasse. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio pour la suite des Jeux dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.
Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et oui, les JO, c'est sur Sud Radio, qui est une des radios des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. On l'entendait à l'instant, le restaurateur Alain Fontaine, qui disait, bah oui, on râle un peu parce qu'évidemment, nos terrasses sont vides, mais on peut pas jouer avec la sécurité. On sait ce que c'est, les problèmes de sécurité et d'attentats dans Paris. Alors là, on va parler cybersécurité avec vous, Joseph Ruiz. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, on va en parler avec Loïc Guézot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du CLUSIF, c'est une association française de professionnels de la cybersécurité. On voulait absolument aborder ce sujet parce que la semaine dernière, la panne du côté de Microsoft a lâché le spectre de l'attaque cyber autour des Jeux Olympiques et a directement impacté les Jeux Olympiques. Donc on voulait faire un point avec vous et se poser la question, quelles sont exactement les menaces, les cyberattaques potentielles sur les Jeux Olympiques ? Ces menaces sont très nombreuses, effectivement. Premièrement, les JO sont une vitrine mondiale, donc tout moyen d'impacter ce bon déroulement est un moyen de se faire connaître. Donc là, on pense à des attaques sur les infrastructures qui peuvent être menées par des États qui font passer des messages en perturbant les JO. Donc les infrastructures, le chronométrage des compétitions, la publication des images, la diffusion en mondiovision, les portails d'accès et puis tout ce qui est autour, les transports et autres infrastructures critiques. Et ça veut dire, Loïc Guézot, qu'on faudrait, s'il y avait une panne par exemple des chronos, il faudrait retourner au bon vieux chrono à main ? Eh ben, c'est prévu par les JO. Il y a des procédures manuelles telles que le retour au chronométrage manuel. Simplement, les records ne seraient pas homologués, les nouveaux records olympiques. Alors, vous avez parlé justement d'États potentiels qui sont derrière ces cyberattaques. Qui sont-ils véritablement ? Quels États peuvent menacer les JO et pourquoi ? C'est très difficile à dire. Les attaques étatiques sont, l'attribution est du domaine diplomatique, mais on a déjà un peu de retour sur des JO passés, comme par exemple en Corée du Sud à Pyongyang, où là il est établi qu'il y a eu des attaques attribuées aux services russes, qui ont ciblé notamment la cérémonie d'ouverture et qui ont perturbé le fonctionnement de différents systèmes pendant la cérémonie d'ouverture. Et là, il peut y avoir des menaces de la part de l'État russe sur les Jeux Olympiques, où on a vu que les autorités, l'ANSSI notamment, se dit plutôt confiante. Est-ce que l'Agence nationale de sécurité informatique. Exactement. Est-ce que de votre côté, vous êtes aussi confiant de ce point de vue-là ? L'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information en France, en charge de la protection des systèmes du gouvernement et de toutes les infrastructures critiques, a été missionnée également spécifiquement pour la sécurité cyber des Jeux Olympiques. Donc le constat qu'elle fait, c'est que la préparation de l'ensemble de l'écosystème est au meilleur niveau. Donc maintenant, c'est comme un match. C'est pas parce qu'on est très bien préparé que le match va bien se dérouler. Il va falloir attendre le coup de sifflet de démarrage et voir comment les outils, les processus et les humains qui sont derrière vont réagir. Mais on n'a jamais été aussi bien préparé que pour les JO de Paris 2024. C'est une bonne nouvelle. Alors, hormis les États, ça peut être qui les acteurs qui peuvent nous menacer ? Est-ce que c'est des groupes aussi de hackers ? Il y a beaucoup alors c'est pas des hackers, on les appelle plutôt des cybercriminels. Des cybercriminels. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent en faisant des fraudes, par exemple des fraudes sur les tickets d'entrée aux différentes activités, cérémonies des JO. Donc on a vu, par exemple, je travaille pour un éditeur qui s'appelle Proofpoint, et on a vu la mise en place de centaines de sites pirates, factices, qui simulent le look and feel, l'apparence du site officiel des JO, mais qui sont en fait sous le contrôle d'attaquants de criminels qui veulent obtenir, par exemple, les détails de vos cartes de paiement pour réaliser des paiements frauduleux qui vous donneront absolument pas de tickets. Je voulais rappeler qu'il existe un seul site officiel sous contrôle des Jeux Olympiques, du comité des Jeux Olympiques pour acheter des billets. Pour les billets. Ouais. C'est ticket en français au pluriel, donc ticket.paris2024.org. Merci Loïc Guézot, vous êtes le secrétaire général de CLUSIF, qui est une association de professionnels de la cybersécurité. On voit que les enjeux en la matière sont très importants. Dans un instant, Joseph, on revient pour les JO dans tous leurs états avec le journal des Jeux Olympiques de Quentin Gérard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et oui, avec Joseph et Quentin Gérard même pour l'actualité et les coulisses des Jeux Olympiques avec ces JO dans tous leurs états. Alors là, à 12h30, donc, le journal, les infos du jour. Emmanuel Macron d'abord, Quentin est au village olympique et puis la France vise la 5e place en termes de médailles. Et puis un athlète, Joseph, qui s'ampute un doigt, pour participer à l'événement. Alors j'ai envie d'entendre cette histoire, effectivement, Thierry. Quentin, le chef de l'État qui était donc ce matin au village olympique de Saint-Denis. Oui, il est arrivé vers 10h45, accompagné de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. Le président a ensuite pris la parole. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long des Jeux. Monsieur le ministre, merci infiniment, parce que vous avez aussi mobilisé, et vous êtes tous là pour le montrer, des forces de sécurité intérieure comme jamais, pas simplement pour la cérémonie d'ouverture, mais durant toute cette saison olympique. Et aux côtés des forces de l'ordre, il a dévoilé la plaque d'inauguration du commissariat du village olympique, qui servira aussi de caserne pour les pompiers. C'est le fruit d'un immense travail qui a profondément changé le territoire, en particulier le département. On a eu l'occasion ensemble avec vos élus du village olympique, en effet, à Pleyel et autres, d'inaugurer successivement les infrastructures qui vont rester et constitueront cet héritage. Eh bien, c'est le cas aussi de cette base, de ce centre. Et elle est à la croisée au fond de la sécurité et de l'héritage. Une caserne des pompiers et un commissariat de police, c'est un village bien français qui restera bien français après. Quentin Gérard. Et il doit d'ailleurs ensuite déjeuner avec la délégation française qui leur feront visiter la résidence. Et côté médaille, Quentin, David Lapartien a réaffirmé les objectifs français des Jeux Olympiques. Oui, un but ambitieux répété depuis plusieurs semaines. Le président du Comité national olympique et sportif français était ce matin sur France Info. Notre objectif conjoint entre le CNOSF et l'État, c'est d'être dans les 5 premières nations. Pour être dans les 5 premières nations, ça fait aux alentours de 70-80 médailles et une vingtaine de médailles d'or. C'est bien sûr ce qu'on attend. Il sent une certaine euphorie et une certaine ferveur chez les sportifs français. Et il en faudra s'ils veulent au moins égaler la performance des Jeux d'Atlanta en 1996 avec une 5e place, en comptant entre autres, selon ses dires, sur la natation, le judo, le tir à l'arc ou le cyclisme pour atteindre cet objectif. Et David Lapartien a aussi pris la parole sur la cérémonie de vendredi. Il se dit confiant mais va scruter avec grande attention la météo. On n'est pas tout à fait rassuré parce que c'est assez aléatoire, dit-il. Il risque de faire chaud et on annonce aussi quelques gouttes à certains moments. Et on termine ce journal des sports, Quentin, avec une histoire assez étonnante, celle d'un athlète qui se fait amputer une phalange pour participer aux Jeux Olympiques. Oui, c'est incroyable. Jeudi 11 juillet, Matthew Johnson, un joueur de hockey sur gazon australien, reçoit un coup de crosse sur l'annulaire droit. Soin médical oblige, il va devoir se faire poser une broche et sera en convalescence pendant 4 à 6 mois, ce qui lui fera louper les Jeux, mais cette hypothèse est impensable pour lui. Le vice-champion olympique en 2021 choisit donc une solution radicale, se faire amputer la phalange et s'assurer donc de participer au JO. Une décision qui a été saluée par son sélectionneur. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais lui l'a fait, donc c'est super, s'amuse-t-il. Son coach qui le confirme bien forcément dans la liste australienne. Matt Johnson va donc participer à ses 3e Jeux Olympiques et pourra donc jouer dès samedi, date du tournoi de hockey sur gazon. Ce sera pour lui contre l'Argentine. On va retenir ce nom qui, même s'il n'a pas de médaille, devient historique. Matt Dawson, qui est australien, qui joue au hockey sur gazon et qui donc préfère se faire amputer de phalange plutôt que de ne pas être au top de sa forme avec sa batte dans la main, bien sûr. Au JO de Paris, c'est n'importe quoi. Ou enfin, je ne sais pas. Peut-être que s'ils sont médailles d'or, ce sera pas n'importe quoi. Bon, merci à tous les deux. On va filer à Châteauroux parce que les JO, c'est pas que Paris. Joseph. Et oui, on va en parler dans quelques instants. On recevra Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. On va aller dans l'Indre, Châteauroux, ville de 43 000 habitants. Et effectivement, on ne le sait pas forcément, mais les Jeux Olympiques de Paris, ce sont aussi les Jeux Olympiques de Châteauroux. On se retrouve tout de suite dans les JO, dans tous leurs états. On va revenir sur le Châteauroux, du coup, qui va accueillir les Jeux Olympiques. Et c'est assez étonnant. Ce sera les épreuves de tir. On revient sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors vous le savez, c'est compliqué de ne pas parler de Paris, bien sûr, ou exclusivement de Paris. Et pourtant, les JO, dans ces JO, dans tous leurs états, c'est pas que dans la capitale. On va filer à Châteauroux avec le maire de Châteauroux, Joseph Ruiz. Oui, on accueille Gilles Averrousse. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes maire de Châteauroux, ville de l'Indre, 43 000 habitants. Alors expliquez-nous comment est-ce possible que les Jeux Olympiques de Paris soient aussi les Jeux Olympiques de Châteauroux? Comment Châteauroux est-elle devenue finalement ville hôte des Jeux Olympiques? Alors le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, et c'est vrai que si dans la candidature initiale de Paris 2024, c'était pas Châteauroux qui était retenu, mais un site qui était situé à La Courneuve. Des problèmes techniques, un problème de dépollution du terrain et puis des problèmes d'extension nécessaires du site qui était trop petit pour accueillir l'ensemble des épreuves a fait que Châteauroux était retenu parce qu'à Châteauroux, nous avons le Centre national de tir sportif de la Fédération française de tir, qui est un site ultra moderne, qui est le plus grand et le plus beau d'Europe. Et donc, naturellement, c'était facile pour Paris 2024 de retenir en plan B Châteauroux. Donc, monsieur le maire, c'est le tir, hein, les épreuves qui sont délocalisées, si j'ose dire, à Châteaurough, ou localisées à Châteauroux, c'est le tir. Alors, justement. C'est le tir, pistolet, carabine, voilà, la fosse, toute distance confondue, 5 épreuves. Et il y a une spécialité du côté de Châteauroux de cette épreuve-là. Comment ça se fait qu'il y ait un centre aussi moderne dans votre ville? Alors, s'il y a un centre aussi moderne, c'est que il y a 7-8 ans, la Fédération française cherchait à implanter sur le territoire un centre national de tir et cherchait plutôt un site militaire en reconversion. Il s'est trouvé que nous, on avait un régiment qui quittait la ville et qui libérait des emprises sur lesquelles il y avait déjà un petit stand de tir. Et donc, naturellement, la Fédération a retenu notre site pour y créer son centre national sur 110 hectares. Et qui était aux caractéristiques olympiques parce qu'on accueille tous les ans des championnats de France, d'Europe et du monde en fonction des disciplines de tir pratiquées. Mais parce que, monsieur le maire, ça demande vraiment des espaces particuliers, un dispositif spécial. Enfin, on peut pas s'entraîner au tir n'importe où. C'est ça. Alors, il y a plusieurs types de pratiques du tir. Il y a du tir en intérieur, du tir à 10 mètres, à 25 mètres, à 50 mètres, mais aussi du tir à extérieur, que ce soit le skeet, ce qu'on peut appeler communément le ball trap, ou du tir à longue distance jusqu'à 600 mètres chez nous. Donc effectivement, à 600 mètres, vous devez absolument être en extérieur, ce qui implique quelques nuisances de bruit notamment. Alors, vous avez le monde entier du tir chez vous, alors vous avez les athlètes de toutes les délégations spécialistes du tir dans le monde. Exactement, le tir est un des sports les plus pratiqués au monde. On a 90 nations qui sont représentées à Châteauroux et qui vont l'être jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, puisqu'on a la chance d'avoir aussi, on est la seule ville en dehors de l'Île-de-France à accueillir les Jeux paralympiques. Mais alors on imagine que ça a été quand même une grosse organisation. D'ailleurs, quand est-ce qu'il faut se connecter pour pouvoir regarder les épreuves de tir du côté de Châteauroux? Alors les épreuves de tir sont les premières aux Jeux Olympiques, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais Pierre de Coubertin était un tireur. Et donc par tradition, le fondateur des Jeux. Exactement, le fondateur des Jeux. Et donc son sport est le premier. Et ce qui fait que le 27 juillet, dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, les premières médailles, or, argent et bronze, seront remises non pas à Paris, mais à Châteauroux, puisque ce seront des tireurs, ce sont des pro-mix, qui seront récompensés les premiers. Donc à partir de samedi, vous pourrez suivre les épreuves jusqu'au 5 août. Bon, mais monsieur le maire, Gilles Averros, vous êtes le maire de Châteauroux. Est-ce que, dites-nous franchement, vous avez informé vos habitants? Ils savent que ça se passe à Châteauroux? Ils en sont fiers? Est-ce que la fièvre monte? Est-ce qu'ils sont contents de les accueillir? Ou est-ce qu'ils sont surpris tout d'un coup? Non, c'est une opportunité incroyable chez nous. Alors surtout qu'on l'a su tardivement, parce qu'on est un des derniers sites à avoir été retenu. C'était le 12 juillet 2022 exactement. On a eu moins de 2 ans pour se préparer, mais on s'est fortement préparé, mobilisé. Aujourd'hui, on est prêt. On a eu le passage de la flamme olympique le 27 mai dernier. Et depuis, la ville est aux couleurs de Paris 2024. Si vous venez, vous verrez que c'est très festif. On a des fanions, on a des décorations sur l'essentiel des bâtiments. Il y a le fléchage pour aller sur le site. Vous êtes à coup sûr, quand vous arrivez à Châteauroux, vous êtes sûr que les épreuves olympiques ne pouvaient pas passer en dehors de la signalétique. Et il y a une vraie ferveur populaire d'accueillir ces Jeux. C'est une chance inouïe pour une ville moyenne comme nous que de passer du centre de France, où on se situe géographiquement, au centre du monde dans quelques jours. Alors on imagine c'est joli ça, le centre du monde et le centre de la France, Châteauroux. Du côté de Paris, il y a quand même quelques habitants qui grognent un petit peu. On a pu lire dans la presse, notamment du côté de Châteauroux, quelques habitants qui disaient que c'était quand même un peu plus compliqué aujourd'hui d'atteindre le centre-ville. Est-ce que vous arrivez à discuter avec les habitants? Est-ce que les restaurateurs sont heureux de cette situation avec un peu plus de restrictions? Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, alors contrairement à Paris, nous on n'a pas de périmètre de sécurité dans le centre-ville. Donc ce qui fait que nos restaurateurs peuvent accueillir leur clientèle comme à l'accoutumée, avec un peu plus de clientèle que d'habitude. Nos hôteliers fonctionnent totalement. Effectivement, quand on s'approche du site olympique, il y a une déviation, il y a une départementale
qui est dévié, qui fait faire un petit détour de 5 km pour ceux qui vont travailler de l'autre côté. Mais on sait que c'est pour quelques jours et que le jeu en veut la chandelle, comme on dit. C'est-à-dire que les retombées derrière et le moment incroyable qu'on va vivre ici justifie bien ces quelques désagréments de déviation. Vous êtes en train de dire, monsieur le maire, que finalement c'est nous les Parisiens qui sommes les plus râleurs et que les gens de Châteauroux, je sais pas comment on dit d'ailleurs quand on est citoyen de Châteauroux. Les Castelroussins. Les Castelroussins, merci Joseph, eh bien sont gaulois certes, mais ravis et ils râlent un peu moins que nous et ils prendront leur mal en patience avec la déviation autour du site olympique de tir de Châteauroux. Eh bien, la leçon est prise pour nous Parisiens, vous avez raison, on râle un peu trop et tant mieux si l'enthousiasme monte à Châteauroux autour de ces épreuves et on est ravis de savoir que les premières médailles finalement de ces Jeux Olympiques Paris 2024 seront remises à partir d'épreuves chez vous à Châteauroux et pas à Paris. Merci infiniment Gilles Averros, maire de Châteauroux dans l'Indre, d'avoir été notre invité. Joseph, là on va parler toujours des Jeux bien sûr, mais avec la dimension sonnante et trébuchante de combien ça nous coûte. Exactement, et on en parle tout de suite. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Joseph. Et les JO vus d'ailleurs aujourd'hui, c'est toujours la dernière partie de notre émission des JO dans tous leurs états. Et aujourd'hui, on va regarder les Jeux Olympiques du point de vue de notre portefeuille. Est-ce que oui ou non, les Jeux Olympiques vont permettre à l'économie française de se relancer en partie, un peu? Et est-ce que les Jeux Olympiques vont rapporter aussi de l'argent directement aux Français? Et pour en parler, on accueille ici en studio Pascal Delima. Bonjour. 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 Vous êtes économiste de l'innovation. Alors, on va répondre à cette question. Au moment de la présentation de la candidature de Paris comme ville hôte, le budget était environ de 6,8 milliards d'euros et les effets attendus sur l'économie étaient portés à 10,7 milliards d'euros. Est-ce que la promesse est tenue ? Alors, c'est un petit peu compliqué puisqu'à chaque fois il y a des décalages entre les estimations au début, avant les Jeux Olympiques, et puis évidemment la vraie vie après, où on fait des calculs, et puis là on s'aperçoit que en règle générale, si on regarde l'ensemble des JO de l'histoire, on voit que on va dire pour le comité olympique, pour l'organisateur, on est plutôt légèrement à l'équilibre en général, on va dire. Et que par conséquent, ça, ce sont les impacts directs, liés, à l'organisation du CIO même. Et puis il y a les impacts indirects sur le PIB français, sur le PIB en général. Et c'est là où on a effectivement un effet positif, où en règle générale, on arrive à rattraper quelques dérapages financiers, même si on est autour de l'équilibre pour le CIO, les impacts indirects sur l'économie permettent de rattraper un petit peu les erreurs d'estimation. Et donc, un petit peu comme la plupart des JO, on va dire, sauf évidemment Athènes, peut-être Montréal, où là ça a été quand même globalement assez déficitaire, on va se retrouver un petit peu mieux que l'équilibre. Alors justement, vous parlez de décalage. Il y avait un budget de 6,8 milliards d'euros. Oui, tout à fait. Alors à quel point ce décalage existe ? Combien on déborde, quoi ? Tout à fait. Alors ça va dépendre. Premièrement, il va y avoir la question du CIO. Là, la CIO a des recettes, la billetterie, ça se compte en termes de 1,3 milliard, les sponsors, les partenaires privés, les partenaires publics, le merchandising, tout ça, c'est les recettes pour le CIO. Il y a ces dépenses d'un autre côté, qui sont les appels d'offres, les dépenses, les contrats commerciaux avec les entreprises. On estime en général que d'un côté, on aurait effectivement plutôt 6 milliards, d'un autre côté 7, 8, 9 milliards de dépenses. Ça, c'est les impacts directs. Et puis, il y a les impacts indirects sur le tourisme, sur l'hôtellerie, en gros sur l'économie française et sur le PIB. Et donc, le solde net va dépendre de quoi ? De l'effet de ces impacts indirects. Mais attention, parce qu'on a une nouvelle sur ces JO, c'est le pass. Parce qu'effectivement, si les JO ont un impact positif sur l'hôtellerie en général, quand même, le tourisme... On a vu que là, pour l'instant, c'est compliqué, là. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'effectivement, le pass apporte une connotation négative. Qu'est-ce que vous appelez le pass ? Le pass pour accéder au QR code, les zones grises, rouges et bleues. Tout à fait. Et donc là, on a une petite inquiétude quand même. Ce que vous nous dites, c'est que c'était pas anticipé finalement et qu'on s'attendrait pas à ce que cette restriction ait un tel impact sur l'économie et le business local. Ouais, tout à fait. On voit des annulations dans les hôtels, on voit des annulations dans les restaurants assez importants, évidemment dans la limite de nos sécurités. Et c'était pas prévu parce que normalement tout ce tissu économique en bénéficie. Or là, au contraire, justement, le QR code fait que on va voir, on va compter, mais bon. Grosso modo, ça devrait être autour de 0,1% du PIB de stimulation de croissance pour donner un chiffre concret.
autour de l'équilibre pour le CIO et 0,1% pour le global. Londres avait été rentable, Paris devrait être légèrement rentable. On sait que Sydney aussi, etc. Il y a une chance quand même que Paris ne le soit pas. C'est une possibilité. Aujourd'hui, quand on est à 0,1%, c'est une possibilité que Paris ne soit pas rentable. Vous l'avez dit, on est sur le fil. Moi, j'anticipe, je suis plutôt optimiste. Tiens, je vais dire sur une zone un peu plutôt positive. Voilà, j'espère qu'on aura quand même aussi tout l'afflux touristique en dehors de la zone de sécurité. Pour l'instant, il y a encore des questionnements. Bon, d'accord, mais pardon, mais je voudrais comprendre, pas rentable pour qui? C'est-à-dire qu'il y a les caisses privées des restaurateurs, on l'a vu, des taxis qui ont perdu déjà beaucoup à cause de ces zones, et c'était pas anticipé. Et puis il y a les caisses de l'État, c'est-à-dire que les caisses des établissements, des infrastructures massives qui ont été créées, qui ont été construites, et puis il faut les financer. Les collectivités locales ont investi beaucoup, la région, la ville, en province aussi, on l'a vu. Et puis il y a aussi tout simplement les abondements qu'on va devoir faire. La région Île-de-France annonçait une commission d'indemnisation des commerçants. Je veux dire, qui serait perdant si jamais il y a déficit? Alors, s'il y a déficit, alors déjà, il y a clairement le retour sur investissement des infrastructures. On n'est pas du tout dans le cas d'Athènes, par exemple, où là, il y a eu une grosse dette qui a explosé parce que finalement, les infrastructures sportives n'ont pas été exploitées. Il y a eu aussi, on a minimisé aussi... Vous voulez dire que nous, on exploitera? Nous, on exploitera. Nous, on sera plus proche de Londres. On a du sport en France. Ouais. On a du sport en France, on exploitera les infrastructures. Il y a quand même encore, heureusement, un afflux touristique qui est prévu, qui est encore important. Il tarde à venir, mais je pense qu'il va arriver. Donc bénéfice pour la restauration, l'hôtel, les services et les perdants. Les perdants, ce sont ceux qui sont plutôt à l'intérieur en fait de la zone de sécurité. C'est bien ça le problème. Ça c'est pour le privé, mais pour les structures publiques, vous pensez elles ont été budgétées et ce sera rentabilisé à terme? Oui, je pense que ce sera rentabilisé à terme parce que on a cette culture en France quand même qui est celle d'être capable de faire des infrastructures avec un plan budgétaire qui est cohérent. Alors, on est d'accord, Pascal Delima, vous êtes économiste, on le rappelle. Vous avez une vision un peu plus optimiste que certains de vos confrères. Par exemple, l'économiste du sport Jean-François Bourg explique dans La Nouvelle République que le seul vainqueur des JO, c'est le CIO. Alors c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire au début, mais je voudrais apporter une nuance à cela. Le CIO, oui, mais ça va pas être non plus, c'est jamais le CIO. Comité international olympique, c'est le grand organisateur, une puissance mondiale. Tout à fait. Ouais. Qu'on peut résumer un peu avec des recettes comme un club de foot et des dépenses comme un État, on va dire. J'aime bien cette comparaison. Et donc là, le CIO, va gagner, oui. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Je ne crois pas. Ça va être quelques 1 ou 2 ou 3 milliards de suppléments de recettes par rapport aux dépenses. C'est pas non plus énorme, hein. Je rappelle que 8 milliards, par exemple, c'est 0,4% du PIB. Donc ça, c'est un premier point. Et puis pour le reste, il faut voir tout le ruissellement que ça entraîne. C'est-à-dire que l'afflux touristique, les hôtels, ça compte aussi, le tourisme, tous les services de proximité, les commerces, j'en ai pas parlé, bien évidemment, vont en bénéficier aussi. Faut savoir qu'il y a une attractivité très forte quand même sur ces JO. Il y a la marque JO Paris 2024 aussi qui attire beaucoup. Les investisseurs étrangers sont là. Moi, je suis plus optimiste. Mais pour le CIO dont on parle à l'instant, qu'est-ce qu'il fait de ces bénéfices? C'est-à-dire il les réinvestit dans les JO suivants, d'été ou d'hiver? Comment ça se passe? Le CIO, c'est géré par qui et comment? Alors tout à fait, ça marche un petit peu comme c'est un organisme privé avec des fonds publics et privés également. Et ça fonctionne exactement comme une entreprise. C'est-à-dire que vous devez effectivement trouver un retour sur investissement et donc automatiquement le financement même permis à 96% par le privé, va de toute façon générer cette rentabilité attendue. Donc on a une structure type club de football, avec merchandising, publicité, droits de TV, j'en ai pas parlé aussi, qui sont importants. De l'autre côté des dépenses, et donc ce sont ces dépenses-là, en collaboration avec les municipalités aussi qui s'endettent, qui font que le plan budgétaire va être à l'équilibre. Mais c'est pour ça que, par exemple, les partenaires sont indispensables, parce qu'on a beaucoup critiqué ici la présence de Coca, par exemple, parce qu'on dit que c'est contradictoire avec le sport, ou Carrefour ou d'autres, mais en fait, vous dites, nous, sans ces parrains, sans ses sponsors, le CIO pourrait pas équilibrer son budget, c'est ça? Les sponsors aussi, entre 3 et 6 milliards, tout à fait. Effectivement, on peut équilibrer le budget aussi avec les partenaires. C'est important aussi, le sponsoring, bien sûr. Vous avez évoqué un mot important qui sonne un peu creux dans l'oreille de certains Français, c'est le fameux ruissellement. Oui. Aujourd'hui, les Français, ils n'y croient plus vraiment à ce ruissellement. Est-ce qu'il va être réel? En combien de temps, quoi? On va profiter. Barcelone a été très très rentable, par exemple. Je n'ai pas parlé aussi.
Ça a duré, il a fallu attendre 20 ans pour voir un ruissellement complet, total, avec la Marina à Barcelone, qui est utilisée aujourd'hui pour plein d'événements artistiques et sportifs, par exemple. Et effectivement, il y a eu Londres aussi, qui a eu cette capacité à exploiter des zones un peu délaissées, à faire des infrastructures sportives. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il n'y a pas d'exemple, à part Athènes, qui est très exceptionnel, à part un petit peu Montréal, mais là, ça remonte à 76. Ce que vous appelez le ruissellement, c'est le fait que tous puissent bénéficier, tout citoyen pourra bénéficier de la présence des JO. Services, restaurateurs, les loisirs, les services de tout le monde en bénéficie sur les années qui suivent. Sur les années qui suivent. Voilà. Et donc ça a pris. Alors Pékin, ça a été plus long aussi. Bon, ça a pris plusieurs 2 décennies aussi. La France, on va voir, mais il faut être patient. C'est quand même. Et alors du coup, vous parlez en vingtaine d'années, en l'occurrence pour Barcelone. Est-ce que du coup, il faudra attendre 20 ans pour savoir si les Jeux Olympiques de Paris vont être bénéfiques pour les Français, ou est-ce qu'on a des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre un peu plus tôt quand même de le savoir, et qui va surtout se poser la question. Et en particulier, est-ce qu'il y aura un bénéfice image qui amènera l'été prochain, dans un an, dans les 2 années qui viennent, des touristes en plus, en ayant redoré en quelque sorte plus que jamais le blason de la France et de Paris en particulier? Alors c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, bien sûr. Moi, je crois que oui. Si c'est mon opinion, c'est oui. Je pense que le facteur image joue beaucoup, bien évidemment, pour le CIO et pour l'économie française. Il faut savoir aussi qu'on a des études qui démontrent que, et c'est des facteurs d'attractivité, la criminalité baisse pendant les JO. On le constate dans tous les dans tous les Jeux Olympiques, qu'il y a eu aussi une explosion des mariages. Et voilà. Pendant cette période-là. Et donc, je pense que tout cela, mentalement, joue aussi sur l'économie. On l'espère. C'est pas que au village olympique donc qu'on se rencontre, mais les JO sont un lieu de rencontre mondial, on l'a vu. Et donc, la morale de votre interview, Pascal Delima, économiste, c'est au fond que vous nous dites, si on râle à court terme, parce que tout d'un coup, là, tout s'est bloqué, et puis que ceux qui espéraient faire des gros chiffres d'affaires ne le font pas, bon, bah oui, c'est la réalité, mais vous nous dites, soyez enthousiastes et en tout cas optimistes, ça va venir là, à court terme, dans les jours qui viennent, et ça viendra dans les mois qui suivront et l'année prochaine. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Joseph Ruiz pour ces JO. Oui, avec grand plaisir, et les JO dans tous leurs états, c'est l'instant, et Emmanuel Macron vient d'appeler à une trêve politique et olympique pendant cette période des Jeux Olympiques. Il est au village olympique en ce moment. On en parlera demain quand on se retrouvera à partir de midi. Et alors ça, c'est en direct sur Sud Radio, la dernière info qui vient de tomber. Merci Joseph. Et puis Joseph, il faut parler aussi des vraies voix qui reprennent ce soir. À quelle heure ce sera ? Ce sera à partir de 17h30, et c'est avec Christine Bouillot qui recevra des athlètes pour parler des Jeux Olympiques. Donc 17h30, c'est ça ? Exactement. Alors 17h30, vous avez bien noté, donc 2 rendez-vous, les JO dans tous leurs états. Le matin, c'est de midi à 13h, et puis les vraies voix, 17h30 avec Christine Bouillot, notre consoeur qu'on aime beaucoup ici à Sud Radio, qui démarre les vraies voix. Merci à tous. Je voudrais remercier aussi bien sûr Amélie Béguin, Joseph, Thibaut Sadler et Jamel Abdelak pour cette matinée. 10h-13h, on se retrouve demain à 10h. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.